avec nos collègues européens, de retrouver un leadership européen avec notamment nos partenaires allemands et de faire en sorte que le continent africain se développe. Pourquoi? Simplement parce que c'est tellement évident qu'il faut quand même le rappeler, l'avenir de l'Europe dépend étroitement de l'avenir du continent africain, qui va se développer beaucoup, 800 millions à 2 milliards en quelques dizaines d'années. Et avec cette proximité que nous avons avec l'Europe, il est clair que si nous ne faisons pas des partenariats nouveaux sur une toute autre échelle, évidemment, le monde ne sera pas ce qu'il devrait être et l'Europe ne sera pas ce qu'elle devrait être. Et donc ce plan Marshall, il doit conduire à un développement économique de l'Afrique et nous devons le faire dans une toute autre relation. J'essaie d'abréger, pardonnez-moi, mais je fais un cercle pour tenir le temps que l'on m'a demandé de respecter. Toute autre relation, ça a été dit tout à l'heure, on sait bien qu'il y a des problèmes entre la France et l'Afrique, notamment entre la France et l'Afrique francophone. C'est très difficile pour la France, puisqu'on nous dit, quand on s'en occupe pas assez, on nous dit qu'on laisse tomber l'Afrique, et quand on s'en occupe un peu trop, on nous dit qu'on a la nostalgie du colonialisme. Donc il faut trouver une autre relation entre la France et l'Afrique. Nous voulons donc être, en termes de coopération, nous voulons être, au sein de l'Europe, l'animateur de ce grand plan Marshall pour le développement de l'Afrique. Et s'agissant plus particulièrement de la politique de la France, nous voulons aussi la placer dans un autre état d'esprit. Et nous voulons entrer dans un partenariat gagnant-gagnant, en association. Et d'ailleurs, nous avons réfléchi à ce projet des Républicains avec là où les diasporas africaines, avec lesquelles nous avons travaillé ici même, au siège des Républicains, avec tous ceux qui, dans la diaspora, veulent nous aider à reconstruire cette relation. Des partenariats gagnant-gagnant ou un partenariat gagnant-gagnant. Et à l'intérieur de ce partenariat, nous avons défini trois grands axes de réflexion. Il y a l'axe de la défense, de nos partenariats de défense, mais là on a un expert ce soir avec Charles, donc je ne vais pas m'étendre. Vous savez que la France a des bases prépositionnées en Afrique, et l'idée, pour changer aussi cette relation, ça sera long, on le sait très bien, mais enfin il faut commencer un jour, l'idée est quand même de transférer petit à petit, avec de la formation, avec des partenariats nouveaux, de transférer petit à petit la défense de l'Afrique aux Africains. La France ne pourra pas éternellement, souvent seule, parce que nos partenaires européens ne sont pas très présents, la France ne pourra pas toujours éternellement être le gendarme de l'Afrique, elle n'en a pas les moyens. Et je pense que ça pose quelques problèmes aussi dans les relations avec l'Afrique. Toujours est-il qu'on voit bien que ce n'est pas encore l'heure de partir. On l'a vu au Mali, même si on dit parfois que la France est trop présente en Afrique, je pense que si on interroge les Maliens, je pense qu'ils vont nous répondre que heureusement que la France était là quand les terroristes sont arrivés et avaient de sombres idées pour le Mali. Donc sur ce plan-là, je ne veux pas développer plus, mais enfin l'idée c'est ça, petit à petit, de trouver les voies et moyens avec la communauté internationale, avec l'Union africaine, avec toutes les organisations régionales africaines, de trouver les solutions pour petit à petit faire en sorte que l'Afrique puisse assurer sa propre défense, et même si ce n'est pas maintenant, ça reste un des objectifs principaux de la politique que nous avons, sur laquelle nous nous sommes mis d'accord. Tout le monde n'était pas d'accord d'ailleurs, mais nous avons même voté sur un certain nombre de sujets, et en tout cas voilà ce qui a été déterminé sur ce premier pilier. Il y a un deuxième pilier qui est celui du développement économique, parce qu'on a vraiment la volonté de changer la nature de nos politiques de coopération. Le don, l'assistanat, ça aussi, ça fait partie des choses qui parfois sont attendues, parfois nous sont reprochées. On veut vraiment remplacer petit à petit, d'ailleurs on n'en a plus tellement les moyens non plus de ces dons, on veut petit à petit remplacer ces dons par des opérations de développement économique, comme nous commençons à en conduire de plus en plus, partout, dans tous les secteurs où nous coopérons en Afrique, partout où nous aidons l'implantation d'une entreprise
partout où nous développons, nous aidons le développement des entreprises dans le cadre des partenariats, et partout où on voit que la pauvreté recule. Donc le don, one shot, plusieurs fois, peu importe, a quand même des conséquences qui sont beaucoup moins intéressantes que celles du développement économique. J'ai plein de souvenirs en tête sur des sujets où j'ai pu travailler, j'ai pu aboutir. Je me souviens de Saint-Louis du Sénégal, où on a implanté une entreprise de tomates cerises, de l'agroalimentaire, 1500 emplois en quelques années, et on a bien vu que dans tout ce bassin de population, il n'y avait plus de problème de santé, il n'y avait plus de problème d'éducation, les petites filles étaient scolarisées, il y avait de l'argent qui rentrait dans les foyers, et le développement était là, et il n'y avait plus de problème. Donc il faut absolument généraliser ça. Et avec l'Agence française de développement, quand j'étais au gouvernement, j'ai fait doubler les interventions. On m'avait dit à l'époque que ce serait difficile, qu'on n'y arriverait pas. J'ai fait passer l'AFD de 1 milliard à 2 milliards par an, et on parle aujourd'hui de 12 à 15 milliards. Donc vous voyez finalement comme les choses vont vite, et parfois un prêt bonifié par Bercy, qui permet d'implanter des entreprises et de créer des emplois, est bien plus efficace. C'est un effet de levier beaucoup plus important que de faire des dons dont nous n'avons plus les moyens. Et plutôt que de s'occuper, bien sûr qu'il faudra aussi encore là continuer sur les différents sujets d'intervention sociale, comme la santé, comme l'école, etc. Mais petit à petit, on est absolument obligé, dans l'intérêt réciproque et dans les partenariats gagnant-gagnant, de remplacer cette politique d'assistanat par une politique de développement économique. C'est d'ailleurs l'intérêt des entreprises, des entrepreneurs africains, c'est aussi l'intérêt des entrepreneurs français. Parce qu'il peut y avoir des associations, et il y en a d'ailleurs, ce qu'on veut c'est les développer, et donc c'est l'intérêt réciproque, et donc on est bien dans une opération gagnant-gagnant. Et puis le troisième pilier de notre réflexion a été celui des échanges culturels, parce que, ça a été abordé tout à l'heure, avec la francophonie, on ne peut pas changer la relation avec l'Afrique, on ne peut pas améliorer la relation avec l'Afrique si on ne donne pas le sentiment qu'on reste attaché à l'Afrique, tout en ne voulant pas se maintenir dans cette démarche paternaliste. Donc on a trouvé un certain nombre de solutions concrètes. On voudrait par exemple un Erasmus pour l'Afrique. On voudrait un passeport francophone, parce qu'il n'y a pas de raison que les Anglais l'aient fait pour l'Afrique et que nous, en France, on ne puisse pas le faire. Pourquoi pas un passeport francophone qui permettrait la libre circulation entre la France et l'Afrique, qui irait d'ailleurs au-delà de l'Afrique. Si on le fait déjà avec l'Afrique, ce serait déjà pas mal, parce que c'est autant de conventions bilatérales à passer avec les États. Mais il suffit de regarder ce qui s'est passé avec le Commonwealth, il n'y a pas de raison que dans l'univers francophone, on ne puisse pas mettre en place ce passeport francophone, qui serait réservé d'ailleurs aux étudiants, aux chefs d'entreprise, aux chercheurs, à tous ceux qui ont besoin d'aller et venir de chaque côté de la Méditerranée plusieurs fois par an, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Il pourrait d'ailleurs être donné pour 5 ans. Comme ça, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de demande de visa. Quand les étudiants d'un certain niveau veulent venir en France, ils ne sont pas obligés de demander un visa à chaque fois. Quand un entrepreneur africain veut entreprendre en France, parce que je vois les choses des deux côtés, il ne soit pas obligé à chaque fois de demander un visa. À partir du moment où il a un projet, à partir du moment où il a un casier judiciaire vierge, et puis on est dans un partenariat de développement, que ce soit universitaire, voire économique, peu importe, en tout cas, il nous faut ce passeport qui permette la facilité des échanges, puis au fond qui symbolise la proximité de nos économies, de nos cultures et de la géographie aussi. Et puis enfin, j'ai fait vite, parce qu'il y a bien d'autres sujets dans la réflexion que nous avons eue, mais enfin pour symboliser aussi l'attachement que nous avons au continent africain, pour le continent africain, nous proposons également de créer à Paris ce qui n'existe pas, ce qui existe à Londres et pas à Paris. On propose de créer une maison de l'Afrique. Une maison de l'Afrique qui rassemblerait à Paris toutes les institutions franco-africaines qui existent actuellement. Il y en a beaucoup que l'on pourrait rassembler dans cette maison de l'Afrique, qui serait aussi un lieu d'accueil, un lieu d'échange,
un lieu de partenariat économique entre les chefs d'entreprise africains et les chefs d'entreprise français. Il y a beaucoup de colloques qui sont organisés ici ou là, mais si on pouvait avoir cette vision d'ensemble, il y a beaucoup d'institutions françaises, financées d'ailleurs par le contribuable français. Il y a des institutions africaines qui sont intéressées pour venir nous rejoindre dans cette maison de l'Afrique et qui pourrait être vraiment le symbole voilà, qui veut bien dire les choses, quoi. Nous, la France, on a envie que l'Afrique se développe. On ne peut pas le faire tout seul, on peut le faire avec nos amis européens. On a envie que cette Afrique se développe parce que ça sera dans l'avenir un bonheur commun entre l'Afrique et l'Europe, ou alors ça sera des malheurs partagés. Et donc on voudrait symboliser ça à Paris par cette grande maison de l'Afrique. Alors c'est pas non plus 3 jours qu'on va trouver la solution, mais en tout cas on a inclus tous ces projets dans le programme des Républicains. Et demain il y a des élections présidentielles. Le candidat des Républicains évidemment affine ce projet du mouvement, ce projet des Républicains, je dirais en fonction de ses propres orientations, mais c'est quand même l'essentiel de ces propositions qui sont puisées dans le projet des Républicains. Et après, je vous signale qu'après l'élection présidentielle, il y aura des élections législatives, et là, pour le coup, les candidats aux élections législatives porteront le projet des Républicains. Les choses varieront en fonction de ce qui va se passer, évidemment, aux élections présidentielles, mais en tout cas, voilà l'essentiel des travaux que nous avons conduits, qui ont été validés par le mouvement, dans le cadre d'une convention qui a été présidée par le président d'alors des Républicains, mais les choses n'ont pas changé, et qui a été validée, et qui a même été votée, puisque je vous rappelle que l'ensemble des conventions, des travaux qui ont été menés dans le cadre de ces conventions, et des propositions que je viens de vous résumer, elles ont été validées par un vote des militants, des Républicains, le soir même de cette convention. Donc voilà les travaux que nous avons conduits, et je tiens à vous redire, en tout cas à titre personnel, toute l'affection que je porte à ce continent dans lequel j'ai circulé pendant 3 années de ma vie, sans doute les 3 plus belles années de ma vie, et à chaque fois que je le peux, à ma modeste place, j'essaie de rajouter une pierre à l'édifice de la fraternité entre le continent africain, le continent européen, et tout particulièrement, évidemment, entre l'Afrique francophone et la France. Et je jette aux orties la fameuse France-Afrique, en tout cas dans la connotation avec laquelle on nous l'oppose toujours, parce qu'on peut voir cette France-Afrique sous des angles bien différents. Cette France-Afrique avait du bon, elle avait du moins bon, et à chaque fois qu'on nous en parle, c'est sous l'angle moins bon. Donc je dis, parlons voilà, des relations franco-africaines, d'avenir, qu'elles soient positives, qu'elles soient les plus optimistes possibles, parce que je vous l'ai dit au début, je vous le redis à la fin, je pense qu'il n'y a pas d'avenir serein pour le continent européen s'il n'y a pas un avenir de développement pour le continent africain. Merci. Nous avons accueilli maintenant un dialogue très très dynamique que beaucoup d'entre vous, sinon tout le monde, connaît. Il est arrivé avec un léger retard puisqu'il a été à une autre réunion aussi. Il bat la campagne. Hein, donc je vous demande d'accueillir mon ami Stéphane Tiki. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là, même si c'est un peu la maison, donc je suis quand même très souvent ici, mais très heureux d'être là, surtout avec vous tous ce soir. Un petit mot d'abord pour saluer l'engagement de Sonia. Sonia, reste avec nous s'il te plaît, pendant une petite minute quand même, parce que je considère que, comme tu sais, c'est une tradition de cette maison, de mettre en avant quand même les talents et les gens qui travaillent et qui œuvrent pour le sens collectif. Sonia est une femme engagée, élue à Asnières, qui se bat au quotidien pour défendre ses valeurs et ses convictions. Elle est secrétaire nationale dans une famille politique et moi je suis admiratif de ton engagement, de ta passion, de ta conviction et surtout de ta fidélité. Et quand je vois autant de gens rassemblés aujourd'hui, un lundi soir après un meeting éprouvant hier, on a vu beaucoup vibrer, pour voir si nombreux, ça fait chaud au cœur et c'est aussi le symbole de l'engagement de Sonia, donc vous pouvez l'applaudir parce que...
donc on salue tous les grands tribuns et ça va être très compliqué de prendre la parole après Monsieur le ministre Alain Gélandais, qui est un homme d'État que j'ai eu l'honneur de rencontrer lors d'un déplacement à Vesoul, qui est très passionné par les questions africaines, très passionné par les questions de jeunesse, qui avait d'ailleurs fait, mon cher Alain, si tu me permets de le révéler ici, mais qui avait fait un déplacement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, aux côtés de notre ancien président Nicolas Sarkozy, pour rendre hommage à cette communauté ivoirienne après un moment difficile, des attentats de Grand Bassam. Voilà, Alain Gélandais avait fait des déplacements et ça vous montre que quand il vous disait quelque chose, il ne dit pas les choses, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait, et il est présent. Saluer bien sûr Adèle, saluer Nadia qui est une compagnon de combat aussi, saluer le ministre Charles Millon qui est engagé dans ces questions-là. Et quand on parle, je sais que beaucoup d'entre nous sont toujours demandés, est-ce que quand on est de la diversité ou autre, ou quand on veut parler d'Afrique, est-ce que les candidats de notre famille politique en parlent vraiment? Avec Charles Millon, qui est un interlocuteur particulier, notre candidat François Fillon, on bat la campagne tous les jours. Je vois très très souvent Monsieur le ministre, mais c'est aussi un signe d'engagement et c'est-à-dire qu'on est vraiment présent sur le terrain. Merci d'être là aussi comme un grand frère pour nous parce qu'il nous donne beaucoup de conseils et qui nous permet de nous engager. Alors un mot pour vous tous. Sonia m'avait dit de parler de tout ce qui était entrepreneuriat et solidarité et entraide avec l'Afrique. Pour tout ce qui est entreprise, entrepreneuriat, on a un candidat innovant. Innovant parce qu'on veut abaisser l'âge de l'auto-entrepreneur dès l'âge de 16 ans. Pourquoi l'âge de 16 ans? Parce qu'on considère aujourd'hui que malheureusement la jeunesse, beaucoup de jeunes quittent la France pour investir. Moi ça ne me dérange pas que les jeunes quittent la France pour investir. Ce qui me dérange c'est que ceux qui partent de France, ils ne partent pas de France parce qu'ils ont d'autres possibilités ailleurs. Ils partent de France parce qu'ici on leur a dit que tout est foutu. Parce qu'ici on leur dit que c'est pas possible. Parce qu'ici on ne croit plus en eux. Et quand vous regardez aujourd'hui tout ce qui est génération, j'ai l'habitude d'appeler la génération GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, malheureusement c'est pas ici. Pourquoi? Parce qu'on a des pays plus attractifs à côté. L'Angleterre, la Suisse, et même beaucoup aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs africains qui venaient en France pour entreprendre parce qu'ils croyaient en cette relation avec la France et l'Afrique. Et malheureusement, ils ne se sentent plus forcément ici, chez eux, et surtout on n'a plus la possibilité de le faire. Et nous, on a envie de dire à tous les jeunes qui viennent, j'étais d'ailleurs récemment rencontré un jeune brillant qui s'appelle Moussa Camara, qui a créé une association qui s'appelle Les Déterminés, en partenariat avec le MEDEF. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeune qui mérite d'être connu, qui n'est pas engagé politiquement et que je soutiens parce qu'il aide les jeunes dans les quartiers populaires, lui qui est d'origine malienne et sénégalaise, qui a monté un partenariat avec le président du MEDEF pour aider les jeunes à financer leur entreprise, à monter des startups, à monter des boîtes, à entreprendre, et pour dire aux jeunes de cité qui n'ont plus vocation qu'à faire, du sport ou que de la musique, mais qui peut faire autre chose, qui est plus périn, qui va peut-être plus dans le long terme que de faire des deals ou des choses en one-shot. Il les aide à monter une boîte, un projet, à les accompagner. Comment est-ce qu'il les accompagne? En faisant de la formation. Parce qu'on parle de partenariat, mais que sera un partenariat sans une formation ou sans l'éducation? L'éducation est essentielle aujourd'hui, c'est ce qu'il faut dire. Moi j'ai l'habitude de dire que l'éducation se fait à la maison par les parents. Pardon, je suis d'origine camerounaise, donc c'est comme ça que j'ai grandi. Et l'instruction se fait à l'école, et c'est l'école qui doit montrer ces valeurs-là. Donc il faut que j'ai une formation claire, solide, identifiée. Ou aussi on apprend que l'entreprise n'est plus l'ennemi de l'école. Rappelons aussi qu'une femme, Valérie Pécresse, avait fait en 2010 une réforme d'enseignement supérieur pour rapprocher l'université de l'école, pour que ceux qui ont envie, avec leur diplôme, de pouvoir avoir une formation professionnelle et qu'on mette en place pas mal de choses. Ça a été fait d'ailleurs dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy, tout ce qui est alternance et apprentissage. Donc voilà, vous avez aujourd'hui ces trois formes d'entreprise. Donc je vous parlais de alternance, apprentissage et aussi statut d'auto-entrepreneur. Et François Fillon veut faire aussi une dernière chose innovante avant de pouvoir échanger avec vous tous, c'est permettre notamment de baisser les taxes et les impôts. Vous avez été matraqués fiscalement ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, nous, on a envie de permettre aux jeunes de pouvoir créer de l'emploi, d'investir, d'innover. J'ai rencontré récemment les dirigeants d'une petite entreprise que certains d'entre vous connaissent, Itch, qu'on n'a pas soutenu, pas assez malheureusement. Moi, je suis allé les voir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce sont des jeunes qui étaient hors du système, à qui on a permis de retrouver de l'emploi. Emploi, pas forcément perin, je suis d'accord. Pas peut-être le meilleur emploi possible, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que l'on préfère? Que l'on ait des jeunes qui zonent dans la rue tard le soir, ou que l'on ait des jeunes qui sont engagés dans une formation professionnelle, dans un apprentissage à comment vous donnez au goût à l'effort, le goût au travail. Et c'est ce que fait Itch. Et moi, j'étais les soutenir pour leur dire que voilà, quand on a envie de créer des initiatives, de créer de la richesse en France, de créer de la croissance dans un pays où le chômage est abyssal, François Hollande d'ailleurs avait dit qu'il pouvait être jugé à la fin de son quinquennat sur la jeunesse. Dieu merci, il a été jugé, il n'est pas candidat.
C'est déjà ça le fait, au moins sur ce point-là, on peut dire qu'il n'y a pas de débat. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez une formation politique, la nôtre, dans laquelle on a envie de remettre en avant l'entreprise, l'entrepreneuriat, redonner le pouvoir aux jeunes pour qu'ils puissent avoir l'envie de créer, d'entreprendre, redonner un mot essentiel dont on ne parle pas beaucoup, c'est le mot liberté, qu'ils aient cette liberté de pouvoir créer. Moi j'ai grandi avec un homme qui s'appelle Joseph Schumpeter qui parlait de destruction créatrice. Moi j'ai envie qu'on redonne goût à l'innovation, qu'on redonne goût au partage, qu'on redonne goût à la valeur ajoutée, qu'on redonne goût à la création. Mais je pense que je ne vais pas tarder à m'arrêter parce que j'ai tellement de passion et d'énergie dans ce que je parle de tout ça. Mais vous dire que oui, il faut qu'on ait un partenariat, comme disait tout à l'heure le ministre Alain Géandé, entre la France et l'Afrique. Moi, j'ai pas envie qu'on parle ni de Afrique-France ou France-Afrique, c'est pas le sujet. J'ai envie aujourd'hui que l'Afrique soit au cœur du sujet, parce que l'Afrique c'est le continent de l'avenir. J'ai pas envie que l'Afrique ne soit qu'un partenaire. J'ai envie que l'Afrique soit autour de la table, parce que la France et l'Afrique sont liées. Et pour que la France soit encore plus forte, il faut que l'Afrique soit plus forte. Merci beaucoup. Merci, je crois que vous avez tous entendu. Vous avez entendu la passion de Stéphane. Donc merci à toi pour ces belles perspectives. Il a été ministre de la Défense. Il est aujourd'hui président de Ensemble pour la France avec Fillon, que Nadia nous a présenté tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir le ministre Charles Millon. Nous sommes à 14 jours du premier tour. Et si vous permettez, je ne vais pas vous faire un long discours, je vais simplement vous donner un certain nombre d'avis ou de conseils pour gagner cette élection et permettre à François Fillon de devenir président de la République. Quand vous avez suivi les débats, quand vous avez écouté les discours, quand vous avez comparé les programmes, vous apercevez qu'il n'y en a qu'un seul, je dis bien qu'un seul, qui vous présente un projet qui se base sur la liberté et l'économie de liberté. Le seul, c'est François Fillon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit simplement, moi je fais confiance, et je veux passer d'une société d'assistance à une société de confiance. Je fais confiance aux entrepreneurs pour créer de la richesse, je fais confiance aux salariés pour participer au développement de leur entreprise, je fais confiance aux actionnaires pour apporter des capitaux afin que ces entreprises se développent. Et il souligne que ce n'est pas en fait grâce à la bureaucratie ni grâce à une économie dirigée qu'on arrive à créer de la richesse, mais que c'est grâce à une économie de liberté où il en entretient une concurrence normale entre chacun pour pouvoir répondre aux besoins des consommateurs. Vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que c'est quelles sont les conséquences? Les conséquences, elles sont toutes simples. Une entreprise, c'est du capital humain, du capital financier, et ensuite, eh bien, un entrepreneur qui met en œuvre ce capital humain, ce capital financier. Pour avoir ce capital humain, il faut avoir des gens qui soient formés. Et dans le programme de François Fillon, et vous ne retrouverez pas dans les autres programmes, il y a une certaine révolution, c'est la fusion entre les CFA et les lycées professionnels. Je vous en parle en connaissance de cause, j'ai été vice-président chargé des finances et ensuite président d'une région, et ça durant 20 ans. Et durant 20 ans, je me suis battu contre la bureaucratie de l'éducation nationale qui ne voulait pas de cette fusion entre CFA, Centre de formation pour apprentis, et lycée professionnel. Et c'est ainsi, en réalité, qu'on a empêché l'adéquation entre l'emploi et la formation. Et qu'aujourd'hui, on regrette, on n'a plus que nos yeux pour pleurer devant des jeunes qui sont sans emploi, qui se heurtent, qui se vautrent malheureusement dans une situation de chômeur, et des entreprises qui recherchent, malheureusement pour elles, des emplois, des personnes pour occuper des emplois, et ne trouvent personne. Donc ça, c'est important. Il faut que vous alliez l'expliquer. Vous avez 15 jours pour l'expliquer. Que si on veut véritablement lutter contre le chômage, il faut faciliter l'adéquation entre la formation et l'emploi. Et là, il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas deux enfants identiques. Ils sont tous différents. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il vous faut des chemins différents pour pouvoir acquérir une formation, pour pouvoir acquérir
une culture pour pouvoir être capable de faire face à des situations. Il y en a qui vont avoir une formation très intellectuelle, et dans ce cas-là, eh bien, ils iront dans des établissements d'enseignement général et ils iront peut-être jusqu'à Cannes, Hippocagne, école normale ou polytechnique. Et puis il y en a d'autres qui ont une intelligence manuelle, et ces intelligences sont toutes les deux aussi respectables, elles sont égales. C'est un père de 6 enfants qui peut vous le dire. J'ai des enfants qui ont des intelligences manuelles et d'autres qui ont des intelligences intellectuelles. Et que là, ceux-là, ils ont du mal aujourd'hui en France. Parce qu'on a créé une sorte de supériorité d'intellectualisme par rapport à l'art. Or, c'est bien de l'art, le manuel. Et on est en train aujourd'hui, on est obligé maintenant de convaincre nos enfants qui sont doués dans le domaine artistique ou dans le domaine de l'art, de l'artisanat. On est obligé de leur convaincre qu'il n'y a pas de sous-métier, qu'il n'y a que sottes gens. Et que ça, c'est dans le programme de François Fillon. Il fallait l'expliquer. Parce que tous ceux qui se présentent actuellement comme les défenseurs des travailleurs, ils ne vous le disent jamais, ça. Et que c'est ça le vrai défenseur des travailleurs. C'est celui qui dit « Moi, je respecte tous les travailleurs, que ce soit un travailleur intellectuel, un travailleur manuel, un travailleur de l'agriculture, un travailleur d'artisanat, un travailleur du tiers-service. » Et que c'est là un point très important. Donc, vous allez avoir une formation du capital humain. Mais il vous faut aussi du capital financier. Et il ne va pas falloir faire comme certains l'ont dit hier sur la Canebière, et injurier ceux qui ont des capitaux, parce que moi je ne sais pas en fait faire marcher une entreprise sans capitaux. Et la France le sait bien, parce qu'avec l'impôt sur la fortune qu'on lui a imposé, aujourd'hui tous les capitaux en fait partent et vont en fait s'investir dans les autres pays européens ou les autres pays américains. Et que lorsque une entreprise française veut se développer, aujourd'hui elle est obligée d'aller faire la quête auprès des fonds d'investissement étrangers, des fonds d'investissement américains, des fonds d'investissement anglais, des fonds d'investissement allemands, et qu'après on se constate avec malheur bien que nous on n'a plus d'entreprise française et que tous les capitaux sont en train de devenir étrangers. Eh bien, le candidat François Fillon a pris l'engagement, après nombre de tergiversations sur ce sujet, de supprimer l'impôt sur la fortune, car la suppression de l'impôt sur la fortune vous permet d'avoir un retour de capitaux en France, qui iront s'investir dans des fonds d'investissement, qui iront s'investir dans des sociétés financières, et qui permettront en fait, à ce moment-là, aux entrepreneurs français qui auront des salariés bien formés, d'avoir aussi des capitaux pour investir, conquérir des marchés et faire de la recherche. Il faut que vous alliez l'expliquer cela. Vous avez 15 jours pour l'expliquer. Après, vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Aujourd'hui, la situation française est dramatique. François Fillon a parlé de faillite à une époque, mais on est bien au-delà même de la faillite. On est au bord du gouffre. Et qu'il va bien falloir que vous alliez l'expliquer aux artisans, aux commerçants, aux agriculteurs. Et que si on veut véritablement changer la situation, on ne pourra la changer qu'en faisant confiance aux entrepreneurs, aux travailleurs, aux salariés, aux investisseurs. Que c'est un contrat de confiance entre un gouvernement, une majorité, un président, et en fait tous les Françaises et les Français qui veulent s'investir dans le domaine économique. Alors vous allez me dire, vous êtes bien loin de l'Afrique. Non, je ne suis pas loin de l'Afrique. Car le développement de l'Afrique, il obéit aux mêmes règles. Et que quand on m'explique qu'il faut arroser l'Afrique de capitaux bureaucratiques qui leur viennent d'institutions internationales ou d'institutions nationales, je me tourne vers mes amis africains et je parle en connaissance de cause. J'ai été ambassadeur de France auprès de la FAO durant 4 ans et j'ai vu la gabegie, je dis bien la gabegie des capitaux déversés qui allaient et qui rentraient sur le sol africain comme l'eau dans le sable. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas où en fait cet argent s'investissait. Oui, il faut faire confiance aux entrepreneurs africains. Et ces entrepreneurs africains, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de formation pour leurs salariés et pour eux-mêmes, et ils ont besoin de capitaux pour pouvoir s'investir. C'est exactement le même problème. Et personnellement, je souhaite que la France prenne un engagement vis-à-vis de nos amis africains, de nos frères africains, de leur dire dorénavant, on va passer à un contrat. Mais ce contrat, ça ne va pas être un contrat de subvention avec des chèques qu'on va vous donner, soit pour pouvoir être sympathique, soit pour pouvoir en fait rester dans une tradition. On va faire un contrat sur des entreprises.
C'est-à-dire qu'on va essayer de développer un tissu d'entreprise sur votre territoire. Et ceci va avoir une conséquence immédiate. C'est que si les entreprises se développent, il y aura des emplois qui seront offerts aux jeunes Africains. Et qu'à ce moment-là, les jeunes Africains ne seront pas affrontés à une situation de pauvreté, de misère et d'angoisse, et qu'ils ne seront plus obligés de prendre leur petit baluchon, de traverser l'Afrique, de traverser la Méditerranée, et de venir en France se heurter à nouveau au mur du chômage. Donc on va passer un vrai contrat avec eux. Mais c'est un contrat, il faudra aller jusqu'au bout. Et je parle sous le contrôle de M. le ministre Joyandet, qui connaît le sujet 10 fois mieux que moi. Il va falloir aller jusqu'au bout du contrat, c'est-à-dire dire, nous, on va vous acheter des produits semi-finis ou finis. Et on va tout faire pour ne plus vous acheter des matières premières. Et quand on vous achètera des matières premières, on vous les achètera à un prix supérieur, parce qu'en fait, il faut que vous ayez des capitaux pour développer votre entreprise. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on aura en face de nous, je l'espère, des chefs d'État africains qui comprendront tout l'intérêt de réguler la migration. Donc c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire, eux gagnent, puisqu'ils auront des entreprises, ils pourront créer des emplois, ils pourront développer, créer de la richesse, ils pourront utiliser leurs matières premières. Tout le monde sait que l'Afrique, c'est un miracle géologique. Donc si on leur donne cette possibilité, ils vont devenir beaucoup plus riches que nous bientôt. Et deuxièmement, nous, on pourra réguler avec eux l'immigration et empêcher d'avoir ce problème qui, pour nous, deviendra un jour insurmontable, car on ne peut pas, en fait, recevoir au-delà d'une certaine limite, car on n'a pas les capacités de recevoir tout le monde du monde entier. Donc voilà en réalité le projet de François Fillon. Mais vous allez me prendre un engagement ce soir. Moi, je ne suis pas venu ici ce soir pour faire des discours, je suis venu pour obtenir un engagement de votre part. C'est qu'il reste 14 jours. 14 jours, vous pouvez avoir au minimum 10 personnes par jour. Vous pouvez perdre du temps pendant un certain nombre d'heures chaque jour pour les convaincre. Mais vous calculez, vous êtes 100. Vous voyez 10 personnes par jour. Et durant 14 jours, vous allez voir le nombre de gens que vous allez convaincre. Et c'est comme ça que François Fillon sera élu président de la République. Maintenant, on va accueillir un autre intervenant qui est ancien ministre, ancien parlementaire et qui est également passionné par les questions de diversité. Il anime le Conseil national des Français de la diversité ici au siège des Républicains. Il nous accompagne partout et pour beaucoup nous apporte des conseils. Je demande d'accueillir Olivier Stiry. Tout d'abord, je voudrais féliciter Sonia d'avoir pris l'initiative de nous rassembler ce soir et d'évoquer ensemble un certain nombre de problèmes fondamentaux. C'est vrai que je voudrais parler ce soir de nos relations avec l'Afrique et aussi de l'avenir. Et je le fais avec l'expérience que j'ai d'un ancien, puisque je suis un des rares survivants à avoir été député gaulliste sous De Gaulle, et après avoir été à son cabinet. J'ai été ministre de Pompidou, de Giscard d'Estaing, de Chirac, même de Mitterrand sous Rocard, quand Rocard avait fait l'ouverture. Et j'étais à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy pour m'occuper des relations entre l'Union pour la Méditerranée et l'Union africaine. Donc j'en ai vu. Mais c'est vrai que jamais, depuis plus de 50 ans que je participe à la vie politique française, je n'ai connu la France dans un état aussi alarmant. On le dit souvent, mais c'est vrai malheureusement, 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, un revenu national, global, le PNB, qui est à peine supérieur, à peine, à la dette de l'État. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de notre pays. Et on a une image de la France dans le monde, même en Europe, qui s'est dégradée. Autrefois, l'Europe, c'était l'axe franco-allemand qui la construisait. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne toute seule. Après les 5 années d'effacement de la France. Donc,
on a devant nous une tâche immense. D'abord, je voudrais dire un mot sur les relations nécessaires entre la France et l'Afrique, et même entre l'Europe et l'Afrique. Je crois que non seulement l'Afrique va connaître un fort développement, beaucoup l'ont dit avant moi, et c'est sûr, les 20 dernières années, ça a été le développement de l'Asie, les 20 prochaines, ce sera le développement de l'Afrique. En même temps, il y aura des difficultés, des problèmes, puisqu'on est passé de 1 milliard d'habitants à 2,4 milliards en si peu de temps, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du monde. Une augmentation si brutale. Ça veut dire en effet qu'il faudra mettre l'accent sur la formation et l'enseignement, il faudra mettre l'accent sur les capitaux nécessaires et sur les créations d'entreprises. L'enseignement est fondamental dans un pays, un continent qui va être en plein développement. Moi j'ai eu le bonheur, grâce au général de Gaulle d'ailleurs, d'être l'ami du pasteur Martin Luther King. Et je l'ai connu en 1963 à Atlanta, en Géorgie, grâce au général qui m'avait facilité le contact. J'étais devenu son ami, et après avoir étudié la situation des Noirs américains, qui était un désastre à l'époque, j'avais acquis la conviction que le seul moyen, le moyen le plus rapide en tout cas, de transformer le statut des Noirs américains, c'était de les autoriser à aller dans les universités, car en 1963, les Noirs américains étaient refoulés. Ils n'avaient pas le droit d'aller à l'université. Et j'avais rédigé un projet de loi qui est devenu en 1965, grâce au lobbying de Martin Luther King, la loi Kennedy, qui a ouvert les universités américaines aux Noirs et qui a fait qu'il y a pu avoir un président noir aux États-Unis. Je l'avais dit d'ailleurs à Martin, je lui avais dit, tu sais, si tu arrives à faire passer cette loi, un jour il y aura un président noir aux États-Unis. Oh my God, I cannot believe it, même je ne le croyais pas. Et puis c'est arrivé, et Sarkozy l'avait raconté à Obama, qui m'a envoyé d'abord un mot charmant, et qui chaque fois qu'il me voit m'embrasse en disant, voilà, l'homme qui a plus de 55 ans disait qu'un jour il y aura un président noir aux États-Unis. Et c'est vrai que Obama a fait Harvard, ce que son père ou son grand-père n'aurait pas pu faire. Et en dehors du développement de l'Afrique, qui à mon avis est dans la nature des choses aujourd'hui, il y a, je pense, la nécessité de construire un axe euro-africain. Parce que nous sommes dans un monde dangereux. Il y a toujours eu des guerres sur la Terre. Mais aujourd'hui, on a inventé des armes qui ne sont plus à l'échelle de la Terre. Et s'il y avait une guerre mondiale nucléaire, eh bien en 2 heures, il n'y aurait plus de vie sur Terre. En 2 heures. Il n'y aurait plus un humain, plus un animal, ce serait terminé. Et donc, il faut quand même faire attention. Et quand on voit les tensions qui existent un peu partout, les tueries, les meurtres qui ont lieu un peu partout dans le monde et qui se répandent, on voit bien qu'il faudrait construire cet axe euro-africain qui ferait l'équilibre entre l'Asie et l'Amérique et qui peut-être nous préserverait de la destruction. J'ajoute que la dernière fois que j'ai vu le général de Gaulle, c'était en juin 70. Il n'était plus président, c'était déjà Pompidou. Il m'avait invité à déjeuner à Colombey. Et à la fin du repas, il m'avait dit, un jour, il y aura une guerre nucléaire. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi vous dites ça avec autant d'assurance, mon général? Il m'a dit, mais c'est évident. On ne peut pas donner aux hommes des armes sans qu'un jour, il y ait un cinglé qui ne s'en serve. Et il faudra faire en sorte que la guerre nucléaire, qui au départ sera partielle, ne devienne pas totale. Et peut-être les femmes nous y aideront, avait-il ajouté. Sur le coup, je me suis dit, pourquoi il dit ça? Et puis, j'ai compris depuis. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de chefs d'État. Quand on est ministre français, il y en a 2 avec moi ce soir, on est reçu, quand on se déplace, par le chef de l'État. Et j'étais sûr qu'au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure quelquefois, ils me diraient tous qu'est-ce que la France peut faire pour mes armes. Et ils me donnaient des listes, hein, souvent. J'ai besoin de tanks comme ça, d'avions comme ci, etc.
Et j'ai rencontré ces dernières années des femmes chefs d'État, dont une en Afrique d'ailleurs, la présidente du Libéria, Mme Johnson Sirleaf, que j'ai vue à Monrovia. Et je m'étais dit, est-ce qu'elles aussi, elles vont me demander des armes? Pas une, pas une. Les unes me disaient, qu'est-ce que la France peut faire pour mes universités? Les autres, qu'est-ce que la France peut faire pour mes hôpitaux? Je crois que la raison profonde en est que les femmes donnent la vie, et leur priorité à elles, c'est l'avenir des enfants, l'éducation, la santé, etc. Les hommes, il faut qu'ils donnent des satisfactions à leur armée, ils sont souvent au pouvoir par elles, et il faut donc des armes modernes en permanence, etc. Il y a un cycle infernal qui se met en place, et je crois qu'un axe Eurafrique actif dans ce domaine peut préserver, peut être un des éléments forts qui permettra de préserver la paix du monde. En deuxième lieu, je reviens à la situation de la France. C'est vrai que nous sommes à un tournant fondamental où on poursuit la politique désastreuse de ces dernières années, où on essaie vraiment de mettre, par des réformes difficiles, nécessaires, de remettre la France en situation de compétitivité, en situation de créer des emplois, en diminuant les charges. C'est vrai que le poids de l'État et des collectivités publiques est devenu tout à fait anormal. La France, c'est vrai, s'est construite, la nation française s'est construite autour de l'État, mais ça remonte à loin. Déjà Philippe le Bel, Saint-Louis, etc., puis Louis XIV, Bonaparte, etc., ont permis à la nation française d'exister par l'État. Mais aujourd'hui, ce qui était positif hier devient négatif aujourd'hui. Le poids de l'État qui s'est accentué sans cesse, et notamment ces dernières années, est un frein terrible au développement économique, empêche la compétitivité de nos entreprises. Donc là, les réformes proposées par Nicolas Sarkozy et aujourd'hui par François Fillon vont évidemment dans la bonne direction. Et le vieux gaulliste que je suis, souhaite évidemment la victoire de François Fillon, malgré les obstacles qu'on a mis devant lui ces dernières semaines, parce qu'on sentait qu'avec lui tout allait changer et qu'il était un danger pour ceux qui voulaient préserver le passé. Mais ma conviction aussi, c'est qu'une fois qu'il sera président de la République, il faut qu'il fasse l'ouverture à une majorité présidentielle plus large que celle de la droite pour le moment. On est à un moment difficile. Quand le général de Gaulle a été élu en 1958 et qu'il y avait aussi des réformes difficiles à faire et un redressement du pays à faire, il a fait appel à Guy Mollet, aux socialistes, etc. Je crois que si on veut réussir les réformes, si on veut qu'elles se fassent dans le calme, il y a intérêt à avoir une majorité présidentielle qui aille des socialistes réformistes à la droite modérée, en excluant naturellement les extrêmes des deux côtés. Et ça va être difficile à faire. Mais ça veut dire qu'après la présidentielle, il faut gagner les législatives. Et après, il faut ouvrir. Et ouvrir, pas faire de l'ouverture à telle ou telle personne. Il faut une majorité présidentielle sur un projet. Et je crois qu'on peut y arriver, mais ça va être la tâche des semaines et du début du prochain quinquennat que de réussir cela, parce que tout en dépend. L'avenir de la France, probablement une partie de l'avenir de l'Afrique, la paix du monde. Et donc, on est face à des choix fondamentaux. Je crois que les Français ne mesurent pas. Ils ne voient souvent que tel ou tel aspect. Mais il faut avoir, je pense, une vision globale. Et je crois que nos amis africains, dont la sagesse est proverbiale, doivent nous y aider. Et c'est pourquoi
je reste confiant dans l'avenir. Je pense qu'on peut réussir, que la France va se redresser, qu'il faut tout faire pour cela, et que c'est l'intérêt probablement de l'équilibre mondial que d'y arriver. Donc voilà la tâche qui nous attend, à nous les électeurs, et je crois qu'on peut faire confiance à ceux qui sont ici. Tous ceux qui ont parlé avant moi vont dans la même ligne, et donc je suis sûr que si on vous écoutait un par un, vous seriez favorable à ces réformes nécessaires, mais en tout cas, merci de vous être rassemblés et d'être venus avec nous ce soir pour en parler. Avant de passer à une séquence questions-réponses que nous allons devoir raccourcir, malheureusement, puisque nous avons eu des orateurs de talent et passionnés. D'ailleurs, je dois dire que je suis fière d'appartenir à la famille des Républicains, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc Sonia Rabotosson, je suis secrétaire nationale à l'engagement citoyen. J'ai travaillé avec Abel Boilly au cabinet du maire d'Asnières. Je suis toujours à la mairie actuellement. Je suis par ailleurs docteur en pharmacie, mais j'ai rapproché ma blouse parce que j'étais passionnée par la politique, et je dois dire que je ne suis pas du tout déçue, et comme le disait Nicolas Sarkozy, la politique c'est la vie en plus concentré. Eh bien je suis servie, mais qu'est-ce que c'est passionnant. On va passer à la séquence questions-réponses. Je voulais présenter les cadres de l'UDR qui sont venus représenter Ségad Doucouré, le président. Donc nous avons Draman Keïta qui est maire adjoint dans la commune d'Étampes, vice-président. Nous avons également Patrice Agbo, vice-président et chef d'entreprise. Nous avons Marie Chevrier et Bella qui sont là également. Sans oublier Frédéric Treffel qui est là au premier rang. Et Olivier Samuel qui est juste derrière. Voilà. Maintenant, je vais passer. Il y a d'autres élus. Il y a d'autres élus de la diversité, oui. D'accord, Piani, élu. Merci. Saïd, Victoire. Et nos amis comoriens aussi qui sont là. Je voulais les saluer particulièrement ce soir. Merci à vous tous. Maintenant, je vais vous passer la parole. Je vais aller chercher le micro. C'est la première question la plus difficile, donc je vous laisse 2 secondes pour réfléchir et je passe le micro. Merci. Merci beaucoup. Alors l'idéal, c'est que vous puissiez vous présenter succinctement, poser la question très succinctement également pour qu'on puisse faire les réponses. Question courte, réponse courte. Voilà, exactement. Bonjour à tout le monde. Je suis M. Christian Vallée. Je suis le président de l'Institut de presse Ivoire Business. Je suis aussi un leader politique en Côte d'Ivoire. Alors, comme nous sommes à 2 semaines d'élection présidentielle, dans mon journal, on a 500 000 lecteurs, et dont près de la moitié sont des franco-africains, maghrébins. Et la pression est forte. Ils veulent savoir la position de François Fillon sur des questions clés, et notamment, par exemple, la question sur le franc CFA, et qu'est-ce que le président Fillon en pense. La question sur le procès du président Laurent Gbagbo, de l'ordre sur le pont. On se rappelle qu'en 2011, 2010, je ne sais plus trop, François Fillon avait dit que le dictateur Gbagbo Laurent avait été mis hors d'état de nuire, que le démocrate Alassane Ouattara était maintenant au pouvoir. Bon, on peut se tromper de bonne foi, on peut ne pas voir les éléments. À l'époque, je me rappelle très bien que Gbagbo Laurent ne le connaissait pas très bien. Est-ce que de là qu'on le sur le pont? Parce que je vous rappelle que son épouse venait d'acquitter de crimes contre l'humanité, des crimes de sang, dont on l'accusait. Donc le procès du président Laurent Gbagbo se tient à la Cour pénale internationale. La question. Alors, quelle est la position du candidat François Fillon sur le cas du président Laurent Gbagbo? Est-il toujours le dictateur qui a été évincé sur les bancs françaises en 2011? Et puis, qu'est-ce que le candidat François Fillon pense
du franc CFA? Est-ce qu'il faut toujours que le franc CFA soit arrimé au franc français qui n'existe plus? Alors, Monsieur, voilà les questions claires et nettes. alors, je pense qu'on va donner le micro pour la réponse. Je vais répondre à la première et je vais tenir ma parole, je vais être très, très bref. Sur le procès de Laurent Gbagbo, c'est plus l'affaire de la France. C'est l'affaire du droit international. On n'a pas à s'en mêler. On nous a appelés pour aider au retour de la paix civile. On l'a fait. Je pense que c'est plus l'affaire de la France de s'occuper de ça. On a un nouveau président de la République qui est légitime avec le scrutin qui a été organisé. Donc nous, c'est plus notre affaire de nous occuper de ça, première chose. La deuxième question, c'était quoi déjà? Tiens, je passe la deuxième question à Charles. Sur le franc CFA, ça devient un serpent de mer. Donc je vais être très franc. Si les Africains ne veulent plus du franc CFA, ils peuvent le faire. Ils sont souverains. Non mais je vais être très clair parce qu'on est en train de construire un problème. Donc je vais l'éteindre tout de suite, le feu qu'on allume. Si les gouvernements africains veulent arrêter le franc CFA, ils peuvent le faire. Je dis simplement qu'ils ont des petits problèmes parce qu'ils ont créé des unions monétaires. Donc il faut que ce soit toute l'union monétaire qui prenne cette décision. Donc il y a l'union monétaire de l'Afrique de l'Ouest et l'union monétaire de l'Afrique centrale. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois qu'il y a des pays qui ont quitté le franc CFA. Il y a la Guinée, il y a la Mauritanie, et puis je crois qu'il y en a un troisième, je ne me souviens plus. Là, Madagascar, c'est ça, Madagascar. Ben, allez voir ce qui se passe, et vous verrez le taux d'inflation. Parce que depuis qu'on me pose cette question depuis le début de la campagne, je suis allé regarder, je suis allé travailler un peu, et je suis allé comparer les taux d'inflation. Ben, je pense que ceux qui sont aujourd'hui avec le franc CFA ont un taux d'inflation inférieur à ceux qui n'ont pas le franc CFA. Donc il faut regarder. Mais vous pouvez quitter le franc CFA. Vous pouvez avoir votre monnaie. Simplement, l'intérêt, c'est que, un, vous avez fait des unions monétaires avant les autres. Deux, que vous êtes arrimé, non pas au franc maintenant, mais à l'euro, c'est qu'il y a une monnaie internationale. Donc ça vous permet en fait d'avoir en fait un équilibre et que ça me présente un certain nombre d'avantages. Mais je répète quand même, parce que je le répète et je le répéterai fort, si vous avez envie de quitter le franc CFA, personne, la France la dernière, ne vous attache à cette alliance. J'ajoute d'ailleurs en un mot qu'en tant que ministre de la Coopération, j'ai participé à maintes reprises aux assemblées générales du fameux franc CFA, notamment quand les ministres des Finances africains viennent à Bercy. Je n'ai pas entendu de la part des Africains de revendications pour mettre fin à cette monnaie qui est un signe de développement économique. Puis maintenant que l'euro est plus faible, plus bas, et que vous êtes accroché à l'euro, du coup vous êtes plus compétitif. Voilà. Je pense que pour le développement de l'Afrique, en tout cas pour cette zone, c'est plutôt un atout. Mais il y a beaucoup d'Africains qui font une campagne internationale. Ouais. Ben, écoutez, je sais, c'est pour ça que Charles a bien fait de répéter les choses. La parole. Bonsoir, messieurs, dames. Noureddin Ezache, militant du 15e arrondissement. Je salue monsieur le ministre qui a évoqué 3 chapitres importants, c'est le développement économique et culturel et la défense aussi. Moi je suis passionné par la question du handicap avec monsieur François Fillon et aussi par le développement de l'Afrique. Alors moi je suis franco-marocain et à l'époque on a eu l'expérience avec monsieur l'ancien président Jacques Chirac et monsieur l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et moi je soutiens M. Fillon et je souhaiterais en fait savoir qu'est-ce qu'il compte faire monsieur Fillon s'il est élu, pour les prochaines élections, pour développer l'Afrique et le tissu économique de ces pays africains, sachant qu'il y a une richesse locale, c'est la jeunesse. Merci. Je crois avoir presque répondu à cette question quand même tout à l'heure dans mon intervention. Il est clair qu'on sait bien que la jeunesse et la force sera la force de l'Afrique, puisqu'on aura pratiquement 50% de la jeunesse, si on met une barre à 24 ans, je crois qu'on aura pratiquement 50% des moins de 25 ans
qui vont être dans le continent africain en 2050, hein, puisqu'on va passer de 100 000 habitants à 2 milliards. Donc voilà, mais on ne peut pas dire des choses complémentaires à ce qui a été dit tout à l'heure. François Fillon a repris dans son projet un grand nombre de propositions qui ont été faites par le mouvement pour développer l'Afrique. En tout cas, il est très attaché à ce que l'Afrique se développe dans les conditions qui ont été rappelées tout à l'heure par Charles, c'est-à-dire de l'économie et encore de l'économie et des emplois, et on met fin à l'assistanat généralisé avec des sommes d'argent colossales qui tombent dans le tonneau de Danaïd, on ne sait pas où ça va, ça favorise d'ailleurs la corruption, etc., etc. Donc on sort de ça et on fait du développement économique pour faire de la croissance et de l'emploi. Voilà la grande ligne de François Fillon. Aussi, comment dire, l'idée c'est aussi d'aider la jeunesse africaine pour éviter que celle-ci, comme le disait Charles Millon, ne soit tentée par l'exil, la migration, et ne soit, comment dire, aussi risquer sa vie, puisque chaque année des centaines et des centaines de personnes meurent noyées en Méditerranée, et le fait justement d'aider cette jeunesse permettra donc de l'ancrer définitivement, enfin le plus durablement possible sur son territoire, pour aussi donc aider sa famille, aider son pays et ne pas subir les affres de la migration. Olivier Badelon, je voulais... Stéphane. C'était juste par rapport à ce que disait Nadia sur l'entraide, c'est bien de différencier l'entraide et l'assistanat, pour dire que assistanat c'est pour rester assister, entraide c'est pour pouvoir aider son prochain, et nous dans le projet de François Fillon c'est pour que chaque personne qu'on aide puisse aider quelqu'un d'autre, et aussi, comme disait tout à l'heure monsieur le ministre Jolandais, par rapport à la formation, il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent étudier ici en France, qui développent justement ce savoir-faire et ses acquis dans les universités françaises, et après quand ils retournent dans leur pays d'origine, ils développent aussi leurs acquisitions et ce qu'ils ont appris ici pour qu'ils puissent transmettre un savoir, pour qu'ils permettent aux autres jeunesses, à la jeunesse aussi africaine de se développer. C'est ça aussi qu'il faut mettre en avant, c'est ce côté entraide, ce côté entreprendre pour ne pas rester assisté et toujours pour avoir envie de réussir. Merci Stéphane. Olivier Badelon, je vais essayer d'être très court. D'abord, je vous remercie bien sûr de cette réunion magnifique. Et à la suite de Lise Stirn qui nous a fait vraiment un discours qui m'a beaucoup ému et qui a ouvert en fait mon propos. Je voudrais dire à M. Charles Millon, j'ai proposé à M. Alain Juppé un rapport sur l'hôpital et la santé en France. Je suis médecin, je suis chirurgien orthopédiste, je m'occupe d'enfants, donc d'avenir. Toute ma carrière, pendant 20 ans, s'est déroulée à l'assistance publique, où j'ai soigné tout le monde, avec des valeurs humanistes de mon éducation. Vous êtes tous, je dirais, nous sommes tous pareils, nous avons simplement des couleurs un peu différentes, comme la couleur de nos cheveux ou de notre peau. Et je voudrais parler d'éducation. En fait, hier, François Fillon a dit une phrase, bon, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit, hein, nous sommes tous convaincus, mais il a parlé de la francophonie, et que la France devait être forte et promouvoir son image de par le monde. Eh bien, moi, je voudrais juste vous parler d'éducation, mais surtout de santé, puisque je suis médecin, c'est là où j'ai un peu d'expérience. J'ai fait une mission au Vietnam il y a très longtemps, dans les années 80. Récemment, en Libye, 2 missions au moment de la révolution, un peu avant et après le décès de Kadhafi, dans une ambiance quand même assez agitée, et où nous étions les seuls Français dans cette région, bien les seuls. J'ai sauf rencontré M. Gérard Longuet, à Misrata, qui venait en mission d'exploration, qui nous a rencontrés. Je vous parle d'expérience. J'ai fait 2 propositions à Alain Juppé et M. François Fillon. Je rêve qu'il soit notre président, mais il lui faut un peu mettre en musique ce qu'il propose. Et en matière de francophonie, je crois qu'il faut vraiment parler d'éducation, vous en avez parler de la santé. Et il y a 2 propositions que je vais vous faire, et j'aimerais bien que ça remonte. Moi, j'ai fait mon service civil dans les années 75, il y avait un service militaire, un service civil. On parle de service civique, moi ça me fait rigoler. Moi j'ai fait un service de 18 mois, qui pouvait durer 2 ans. Oui, mais c'est pas la même chose. Ben, moi je vous dis que le service actuel est insuffisant. Il faut réanimer le service que j'ai connu pendant 1 an et demi à 2 ans, pour tous les Français, garçons et filles. Et en tout cas,
c'est un moyen, on parle de diversité, c'est un moyen de mélanger les gens, les jeunes, de les envoyer dans les campagnes françaises, en Afrique, dans les pays de l'Est, dans les pays de la francophonie. Ça, c'est la première réflexion. Et quel que soit leur niveau, il y en a qui apprendront, il y en a d'autres qui apprendront aux euros, il y en a qui rendront service en fonction de leurs compétences entre 18 et 25 ans, disons. La deuxième chose, c'est que c'est une demande qui m'est faite. Je suis très proche du professeur Ibrahim Diop, qui est quelqu'un de vraiment très réfléchi de mon âge, qui, comme son nom l'indique, vient du Sénégal. Je connais très bien Ramayad et je suis proche d'elle aussi. Et donc j'écoute un petit peu. Je suis allé au Vietnam et j'ai vu les mêmes problèmes. C'est que nous avons des hôpitaux français, souvent d'anciens hôpitaux de l'armée. Et quand j'étais au Vietnam, on m'a demandé quoi faire. Et je dis, mais réanimer l'hôpital qui avait des noms à Saigon et l'hôpital au Cambodge, à Phnom Penh, des hôpitaux français. À l'époque, Médecins du Monde, les ONG ne pensaient pas comme moi. C'est ce qu'on a fait après coup. Moi, je vous demande de réanimer la France, réanimer le drapeau français dans les pays de la francophonie. Merci, monsieur. Merci. Voilà. Après, on peut en débattre. Si, monsieur, vous êtes intéressé, je pourrais vous aller plus loin dans cette discussion. Merci. Avant de laisser la parole à Charles, je vais juste vous répondre sur le service civique. Certes, Charles vous dira que ce n'est pas du tout la même chose et ça n'a pas vocation à remplacer le service militaire. Le service civique a été créé par François Fillon. C'est un service, c'est une mobilisation qui va de 6 mois à 1 an. Et comme je vous le disais tout à l'heure, François Fillon a l'intention de mettre la priorité, de mettre le paquet sur le service civique en aidant les associations, les acteurs de terrain, puisque le service civique se déroule via le support des associations. Donc aider un maximum d'associations sur des valeurs de solidarité pour amplifier le nombre de bénéficiaires du service civique et aussi l'orienter davantage vers l'international et vers les pays dont sont issus notamment les jeunes qui font partie de la diaspora, c'est-à-dire l'Afrique et le nord de l'Afrique. Mais il faut qu'il soit plus long, sinon en 6 mois, 6 à 12 mois, oui. Il faut rester plus longtemps. Je vais vous répondre. Cher monsieur, premier point, sur la francophonie, François Fillon voulait faire un geste fort puisque la direction de campagne nous avait demandé de trouver un événement de référence durant la campagne. Nous l'avions trouvé. Nous avions trouvé le 20 mars, qui est la journée de la francophonie. Nous avions trouvé le lieu, c'était Saint-Louis du Sénégal. On s'était déjà mis en rapport avec Macky Sall pour qu'il puisse recevoir le candidat. Et à cette occasion-là, on lui a même préparé un canevas d'intervention pour qu'il nous parle de la francophonie sous tous ses aspects, car nous pensons comme vous que la francophonie, c'est pas simplement la langue, c'est une culture, c'est une civilisation, c'est un partage d'identité. Donc on est d'accord avec vous. Simplement, malheureusement, le 20 mars, si vous regardez votre calendrier, c'est le jour du grand débat. Donc on a été obligé d'annuler notre initiative. Et comme ensuite il y a un certain nombre de gens qui ont agacé le candidat par différentes interventions, il n'a pas pu retrouver un jour pour pouvoir faire cette opération-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant le service national, je ne suis pas bien placé pour en parler, puisque c'est moi qui l'ai suspendu. C'est la demande du président Chirac. Alors, je voudrais rappeler d'abord pourquoi je l'ai suspendu. Parce que quand je suis arrivé au ministère de la Défense, j'étais pour le maintien de la conscription. Mais au bout de 3 mois, après avoir étudié le dossier, je n'y étais plus favorable. Alors pourquoi? Parce que, vous me dites, ça permet le mélange de tous les Français, quel que soit leur milieu, etc. C'est pas vrai. Le service national à l'époque, il y avait les 30% du bas qui étaient exemptés parce qu'ils ne parlaient pas suffisamment bien la langue, parce qu'ils n'étaient pour un certain nombre assez peu adaptés à la société, etc. Et donc ils étaient mis en dehors, exemptés, 15% du bas. Les 15% du haut, c'est à l'époque, eux, ils se débrouillaient, c'est ce qu'on appelle les planqués, ils se débrouillaient pour faire un service national assez confortable, mais ils n'étaient pas en fait dans cette mixité dont tout le monde rêve. Et les 70% restants, à cause d'une loi qui s'appelle la loi d'affectation rapprochée,
étaient proches de leur famille, et à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y avait pas de mixité, puisqu'ils passaient leur temps entre la caserne et leur famille. Donc pour cette raison-là, on a supprimé le service national et on l'a remplacé par la mise en place d'une armée professionnelle. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est que pour pouvoir faire la guerre aujourd'hui, il vous faut une armée professionnelle et elle coûte très cher. Et c'est les Africains les premiers qui viendront vous l'expliquer. Parce qu'au Mali actuellement, si vous avez simplement une armée de conscription, ils ne pourraient pas en fait faire face au terrorisme islamique. Donc c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que si vous voulez vraiment faire la mixité sociale, il y a une solution. C'est l'éducation populaire. Or l'éducation populaire, moi je peux vous en parler en connaissance de cause, j'ai créé en 1970 une association qui avait pour objectif de favoriser la mixité. Elle est partie de ma circonscription dans l'Ain, elle fait maintenant toute la région Rhône-Alpes, même elle va au-delà. Elle a 800 salariés, elle organise des patronages, elle organise des colonies de vacances, elle organise des voyages d'études, elle organise des voyages de coopération, où toute la population est mêlée. Donc réhabilitons dans notre pays l'éducation populaire. Et je pense que ce serait l'honneur de la droite et des républicains de le faire. Je n'ai pas parlé du service Mais militaire, j'ai parlé du service civil. Oui, mais le service civil, excusez-moi, vous ne m'avez pas compris. Ça n'existe pas. Mais c'est faux, monsieur. Mais attendez. Je l'ai fait. Mais vous l'avez pas fait, vous avez fait le service de la coopération. Je le sais. J'étais volontaire et technique. Il y avait la coopération. Vous êtes coopération. Volontaire et technique. Mais non, monsieur. Mais non. J'en suis sûr, vous avez fait la coopération en 75. Non, j'ai été volontaire et technique, monsieur. Je suis désolé, mais... Très bien. Bravo en tout cas pour votre engagement. Ce que je vous propose, parce que nos intervenants ont d'autres rendez-vous. C'est dommage que vous ne m'écoutiez pas. Je connais un tout petit peu. Oui. Ah, moi aussi, j'ai été à La Réunion et j'ai des chirurgiens pendant 18 mois. Voilà. Et j'avais des amis qui étaient en Afrique, qui étaient partout dans le monde. Merci monsieur, merci pour votre engagement. Je vous propose, pour terminer, parce que nos intervenants doivent partir, c'est de prendre 3 questions, mais à la suite. Il y a déjà 4 personnes qui se sont proposées. Oui, je vous passe la parole après, monsieur. Mais déjà, vous avez monsieur ici, monsieur là-bas m'a demandé en premier, je crois. Et puis après, on est obligé de conclure, faire une conclusion globale. Je prends toutes les questions à la suite. Hein. Vous faites très très court. Moi, c'est pas M. Satoulou, je suis originaire de Comores. Je voudrais particulièrement remercier M. Thierry Olive de nous y avoir invités. Je ne sais pas quel ministre avait dit qu'il faut se multiplier par 10 pour la campagne électorale. Je pense qu'il faut se multiplier... Ah, M. Charles Millon, ancien ministre de la Défense, je pense qu'il faut se multiplier par communauté. Que chacun de nous ici, parce que nous avons des origines, au-delà de l'Hexagone, il faut aller vers nos origines, il faut les suppléer d'aller voter pour François Fillon pour devenir président de la République. Parce que, je terminerai par là, je ne serai pas très long, madame, parce que moi, en tant que bénéficiaire de la culture française, je voudrais que cette France que j'ai connue de ma jeunesse continue à exister, que la France fasse rêver. Et je pense que dans tous les candidats qui sont en lice, le seul qui peut représenter une certaine stabilité pour la France, le seul auquel je peux dormir tranquillement tout en étant en France, que la dissuasion nucléaire ne sera pas dessinée par la conclusion. Je voudrais que tout le monde aille voter. Les communautés qui sont ici, nous devons aller vers les nôtres. On a compris, monsieur. Bravo. Monsieur. On va prendre 3 ou 4 questions l'une derrière l'autre et après on conclut. Parce que certains d'entre nous ont des engagements. Oui, je vais être très bref. Merci là, pour ces interventions à la fois. Oui, on va vous donner la parole, on va vous la donner. Allez-y. Voilà, donc, merci pour ces interventions à la fois très brillantes et très vibrantes. Vous avez tous fait, à ce titre, tous fait part de votre engagement pour le développement de l'Afrique. Vous avez également exprimé votre conviction en faveur de l'Europe. Est-ce également
la nécessité de prendre en compte la dimension économique pour assurer ce développement. Ma question est, l'art de la politique, c'est l'art des priorités. Je me souviens avoir rencontré le président de la Chambre de commerce de Paris dans les années 90 qui me disait, on nous demande aujourd'hui de nous intéresser à l'Europe de l'Est, on s'est intéressé jusqu'ici au développement de l'Afrique, on ne peut pas tout faire. Quelle est la priorité entre l'Europe et l'Afrique? Ok, le monsieur là-bas, parce qu'autrement il va s'énerver. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. First question. Oui. Vous avez parlé du développement de l'Afrique. Vous avez parlé de tout ce qui est économie, monnaie. Je n'ai pas entendu la question technologique. Parce que pour avoir la valeur ajoutée, il faut malheureusement la technologie. Bon, j'ai aussi noté la question des échanges culturels. Nous, moi, je suis du Cameroun. Le fait de continuer à opposer l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, ça fait du tort à tout le monde. Parce que quelquefois, une fois, par exemple au Nigeria, on dit, bon, voilà, il y a les amis francophones, mais quand il y a l'économie, l'autre passe avant. Donc je voudrais poser ma question, que faisons-nous demain si François est élu, et je souhaite qu'il soit élu, de la technologie pour que l'Afrique se développe mieux? Merci. Là-bas, il y a un monsieur. Je fais l'arbitre, oui, excusez-moi. 1, 2, 3. Stop. Non, vous êtes 10 à lever la main. Je pose une dernière question. Alors, vite fait. Non, pas une dernière question. S'adresse au ministre. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez ministre pour stopper l'hémorragie en Afrique? Parce que l'Afrique est aujourd'hui le continent qui compte plus de dictateurs au monde. Qu'est-ce que la France a fait? Alors, on va y répondre. Une là, monsieur. Oui, bonjour, je vois le président François Fillon dire en libérant le génie français, mais je voudrais dans ce génie français qu'on n'oublie pas le génie de la diversité des peuples africains qui vivent ici, qui sont un vrai réservoir. Parce que si les Américains sont en train d'investir sur justement les visas camerounais qui viennent, ils sont 60 000, quand il y a 10 ans ils n'étaient que 6 000. Il y a ce rapport entre la France et l'Afrique dans l'économie. Il peut se libérer. Chacun des membres de cette diversité peut être un ambassadeur au lieu d'aller chercher du travail ailleurs. Et ça, il faut avoir une vision stratégique du développement entre la France et l'Afrique. Et on ne l'a jamais pensé qu'en période d'électorat, c'est dommage, parce qu'il y a un vrai réservoir d'ambassadeurs, des PME françaises qui pourraient aller chercher des marchés. Malheureusement, on n'a que les entreprises du CAC 40 qui y vont. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de répondre à votre question, parce que ce n'est pas une question. Monsieur là-bas, et puis après on boucle. On est obligé parce que... Oui, je salue monsieur Olivier Stienne que j'ai vu il y a longtemps. En tout cas, je viens réellement coller à votre question puisque je parle de co-développement entre l'Asie et l'Afrique. C'est ce que j'ai évoqué hier après la réunion de France-Fillon. Et il est vrai que pour stopper l'hémorragie que l'on connaît des réfugiés, il est certain qu'il faut sur place mettre en place aussi bien... ce qui a trait à l'éducation, que ce qui a trait aux technologies et ce qui a trait à la médecine, parce qu'il est vrai que dans le co-développement, ce sont ces trois questions qui interviennent. À partir du moment où on a des référents qui, sur place, ont mis les pieds dans la boue, comme monsieur l'a fait au Vietnam et je l'ai fait également au Cambodge, il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs avec François Fillon d'être à même de permettre la collaboration France, Afrique, Asie et éventuellement Amérique du Sud de se mettre en place et donc d'être une solution pour que les peuples sur place puissent trouver le bonheur. Voilà, merci de votre écoute et heureux de vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Juste avant les réponses, comme nos intervenants sont obligés de quitter, je vais vous proposer de faire vos questions par mail que je leur transmettrai. Ils vous répondront. Parce que là, c'est pas possible en fait. Je suis désolée. Il y a tellement d'engouement que c'est pas possible. Si vous êtes d'accord, moi je vais faire une pré-conclusion. On va nous envoyer les mails. Je vais faire une pré-conclusion et Charles fera la vraie parce que c'est lui le plus ancien dans le grade le plus élevé. Hein, donc voilà. Moi, ce que je veux dire simplement dans les 2 ou 3 choses que j'ai entendues. D'abord, vous avez fait un certain nombre d'interventions qui ne sont pas des questions, mais qui sont des affirmations, voilà, dont acte. Je pense que la coopération tripartite entre la Chine, l'Europe et l'Afrique, on a déjà mis en œuvre petitement, mais on peut effectivement la développer. Les Chinois ne sont pas nos adversaires en Afrique.
Plus il y a de développement en Afrique, si on est intelligent, plus on récupère une partie du développement. L'important, c'est que l'Afrique se développe. Il ne faut juste pas, j'ajouterai ça, il ne faut juste pas être naïf. Il faut qu'on arrête d'être naïf. C'est-à-dire que l'Europe s'est mis des boulets aux pieds, absolument incroyables, qu'il faut qu'on s'enlève. Parce que quand la Chine vient en Afrique, elle fait ce qu'elle veut. Et nous, quand on va en Afrique, on met l'argent sur la table et on ne peut même pas faire en sorte que ce soit les entreprises européennes qui fassent le boulot. Mon premier souvenir de ministre de la coopération, c'est en Tanzanie, avec le président Kikwete, qui me dit on va l'inaugurer, le lycée français des métiers du tourisme, qui avait été payé à 100% par les Français, 5 millions d'euros, offerts par Jacques Chirac. C'est les Chinois qui ont récupéré le marché. Pourquoi? Parce qu'on s'est engagé en Europe à ce que les appels d'offres soient des appels d'offres internationaux. Et donc on ne peut pas apporter nos entreprises. Et ça, je pense qu'il faut que ça cesse, parce qu'il faut quand même qu'on fasse du gagnant-gagnant et pas du gagnant-perdant. Voilà. Et donc ça, effectivement, monsieur... Non, je ne vous redonne pas la parole, c'est trop tard. Pas la Chine. Quoi? Pas la Chine. Pas la Chine, plutôt la Thaïlande, le Cambodge. Non. Et puis ce qui est pire que tout, c'est que nos entreprises françaises, j'en suis témoin, je réunissais les entreprises françaises tous les mois pour les informer des marchés qui étaient lancés. Pire que tout, c'est que nos entreprises françaises ne se heurtent même pas à des entreprises chinoises. Elles se heurtent à la Chine, à des crédits publics. On n'a pas d'identification des entreprises, ou très rarement. Et quand je pense qu'on peut leur donner bientôt le statut d'économie de marché, ça me fait quand même un petit peu peur. Donc oui, il faut qu'on s'élargisse en termes de coopération, mais il faut qu'on arrête d'être naïf et qu'on change un peu nos règles et qu'on défende nos intérêts. L'Europe doit aussi défendre ses intérêts en Afrique, même si ça profite à l'Afrique. J'ai entendu aussi une question sur quelle est la priorité des priorités. Je pense que pour nous, pour l'avenir, la priorité des priorités en termes de développement et de gestion des grands équilibres mondiaux, c'est quand même, la priorité des priorités, à mon avis, c'est quand même le dossier Afrique-Europe, Europe-Afrique. Je pense que changer les relations avec la Russie, c'est clair, c'est pas très long, hein. Et François Fillon, il a déjà commencé. Parce qu'il y a une vision du monde, me semble-t-il, qui est quand même un peu plus pragmatique et un peu moins idéologique que les socialistes et leurs associés. Et je pense qu'avec François Fillon, on sait qu'on va avoir une nouvelle politique étrangère qui sera, à mon avis, beaucoup plus intelligente. Beaucoup plus intelligente. Et il le dit déjà, enfin il le dit très souvent, la première mission d'un chef d'État français, c'est quand même de défendre la France et les Français, de préserver l'avenir de la France et des Français au sein de l'Europe. Bon. Et à mon avis, le grand enjeu, c'est quand même l'enjeu africain. On pourra changer notre diplomatie en direction du Proche et du Moyen-Orient, notre diplomatie avec la Russie, avec les États-Unis, qui veulent se désengager d'un certain nombre de missions historiques vis-à-vis de leurs associés un peu partout dans le monde. Et Trump est en train déjà de changer un peu. Et puis enfin, la question, qu'est-ce que vous avez fait pour éviter que l'Afrique, pendant qu'on était au pouvoir, pendant qu'on était au pouvoir, on a quand même fait un certain nombre de choses en Afrique. Tout à l'heure, il a été rappelé la question de la Côte d'Ivoire. Voilà, mais on ne peut pas non plus, si vous voulez... Moi, il y a aussi une chose, je pense vraiment, et ça sera d'ailleurs ma conclusion, après vous avoir dit, comme Charles Millon, qu'il ne faut pas avoir 10 personnes par jour, mais 15, c'est mieux, et que vos communautés, bien entendu que c'est plus facile, quand on est comorien, d'aller voir la communauté comorienne. Mais je pense que dans la recette de Charles Millon, il y a la question quantitative, mais qui n'empêche pas la question qualitative. Donc voilà, si ce n'est pas 10 Comoriens que vous voyez, c'est pas grave. Si vous voulez commencer par 10 Comoriens, que vous avez fait 10 déjà, vous dites le reste c'est durable, vous avez le droit, vous pouvez y aller. Hein. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Je pense que la France, dans sa relation avec l'Afrique, ne peut pas être tenue responsable de tout ce qui va bien et de tout ce qui va mal. Donc il faut que les Africains aussi se prennent en main, qu'ils fassent aussi leur propre police. Quand ils ont un dictateur ou quand ils ont quelqu'un qui a les mains dans le pot de confiture, c'est quand même aussi à eux de faire la police et de balayer sur leur trottoir. Mais quand on sent que les Africains sont vraiment de bonne volonté, qu'ils ont vraiment envie d'y arriver, comme le président Ouattara qui change la Constitution, pas pour se maintenir au pouvoir, il change la Constitution pour ne faire qu'un seul mandat. C'est l'excès inverse, pour permettre justement le renouvellement, il nous a expliqué ça quand on est allé le voir, pour permettre le renouvellement des générations, y compris dans les responsabilités politiques.
Donc quand les États africains sont vraiment pleins de bonne volonté, que c'est sincère, que c'est vrai, s'il faut que la France donne un coup de main, la France donne un coup de main, l'Europe donne un coup de main. Mais il faut aussi que les responsables africains se prennent en main. Et il faut que la société civile, se prenne aussi en main et fasse la pression qu'il faut pour que l'Afrique évolue dans le bon sens. Nous, la France, on est toujours disponible, d'ailleurs vous êtes tous français ici, binationaux. Bon, vous savez très bien comment ça se passe, on est prêt à agir, mais il faut que ce soit à la demande des Africains et il faut qu'on soit sûr que ce soit vraiment avec cette volonté d'appliquer les bonnes recettes. J'ajoute juste un truc, c'est que je pense qu'on fait une erreur quand on veut, dans les pays émergents, dans les pays en voie de développement, quand on veut imposer notre modèle à nous. Notre modèle à nous, on ne peut pas l'imposer partout. Il faut qu'on tende vers la transparence, vers la bonne gouvernance, vers le rejet de toutes les manipulations, mais chaque pays a son modèle. Je pense que chaque nation a son modèle. Il ne faut pas qu'on veuille appliquer notre modèle partout, tout le temps. Voilà. Il y a des pays pour lesquels c'est trop tôt. Au Moyen-Orient, il y a un certain nombre de pays pour lesquels je considère que c'est trop tôt. On peut y aller, mais il faut que chacun puisse rester un peu maître chez lui et que nous, on aide quand on nous demande sur la base des bonnes méthodes, mais on ne peut pas être partout tout le temps et être le gendarme. Là où vous devez être partout avec nous, c'est dans les 15 jours qui viennent pour faire élire Fillon. Merci. Simplement 2 mots. Le ministre qui vient de parler a parlé d'or. Il ne vous reste qu'une seule chose à faire maintenant, c'est faire du terrain. Et je dis aux personnes qui n'ont pas été satisfaites de mes réponses ou des réponses d'autres orateurs que nous, on a une conception de la politique et une conception du service et qu'on est à votre entière disposition pour demain, quel que soit d'ailleurs le résultat des élections, vous rencontrer, vous voir et approfondir un certain nombre de dossiers. Et je dis ça à l'intention du médecin qui m'a interpellé tout à l'heure. Je suis tout à fait disposé à le rencontrer. Donc maintenant, faites du terrain et vous serez très heureux le 7 mai au soir, quand vous aurez fait élire François Fillon, président de la République française. Merci beaucoup. Pour compléter les propos de M. le ministre Charmillon, j'ai mis mon adresse pour que vous puissiez envoyer vos questions. Je les transmettrai volontiers. Et puis, il y a quelques choses que vous pouvez grignoter, que Rosalie Ngo a préparées particulièrement pour vous. Je souhaitais